En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Il est docteur en philosophie, titulaire d'un DEA d'histoire et de philosophie. Francis Cousin, bonjour. Bonjour. Merci, on avait déjà eu le plaisir de vous accueillir à TV Liberté et vous revenez pour présenter un ouvrage dont vous avez fait l'avant-propos et l'épilogue, Véridique, rapport sur les dernières nécessités de préservation et d'extension de la domination américaine sur le monde. Voilà, ça c'est un titre important. Et vous avez accepté de faire cet avant-propos et cet épilogue sur finalement quand même un ovni. Parce que le premier mot c'est véridique, mais en fait c'est un rapport anonyme présenté comme véridique, qui présente en fait l'état profond des États-Unis. Mais ce rapport a été découvert dans une mallette bleue, échangée par mégarde dans un hall d'hôtel. En fait, c'est un scénario du prochain James Bond, avec Daniel Craig. Alors, c'est une métaphore, c'est un apocryphe, mais très souvent, les métaphores, les apocryphes, sont plus véridiques que le véridique, puisque en synthèse de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas, les métaphores, les allégories et les apocryphes vont au cœur profond de la linguistique totalitaire, de l'appareil d'État des grandes profondeurs. On a aujourd'hui toute une série de rapports qui sont déclassifiés, les rapports de la CIA, on a les rapports du Quai d'Orsay. On a par exemple toutes les notes de synthèse que le général de Gaulle a fait au moment de l'assassinat de Kennedy, où le général de Gaulle dit clairement « ce sont les Américains qui l'ont fait ». Donc, on a toute une série aujourd'hui de textes qui sortent, et ce texte vient nous dire que l'appareil d'État, à un moment donné, dans ces zones d'ombre, dans ces zones de synthèse, programme de façon stratégique des opérations militaires, des opérations commerciales, des opérations industrielles, qui ont leur logique profonde, et que même si on n'est pas dans la salle pour les noter, pour les écouter, si on a un minimum de compréhension logique dans ce qu'est le devenir des forces productives de la logique de l'histoire, tout est clair et tout est signifiant. Ce texte, publié en 2003 par l'Internationale Incontrôlable, au moment où personne... Alors l'Internationale Incontrôlable, c'est la rencontre d'un certain nombre de gens radicaux qui, au-delà de toutes les droites, au-delà de toutes les gauches, au-delà de toutes les convenances, au-delà de toutes les vérités officielles, au-delà de toutes les génuflexions de servitude, allaient contre tous les pouvoirs, puisque tout est taille pourriture, pour montrer que à cette époque-là, toute une série de restructurations impérialistes de la marchandise américaine allait produire un certain nombre de choses décisives. Le rapport a été produit en 2003, il n'y avait qu'Al-Qaïda. Le rapport produit en 2003, au moment où il n'y avait qu'Al-Qaïda, avait prévu Daesh et tout ce qui a suivi l'opération Al-Qaïda. Puisque l'opération Al-Qaïda n'est que le premier volet d'une autre opération qui visait à exploser la totalité du Moyen-Orient. Donc dans ce rapport, tout est tenu, tout est contenu, tout est vu, tout est prévu, non pas parce que les gens qui l'ont produit sont démiurgiques, mais parce qu'il y a simplement une logique de l'histoire. Il y a une logique de l'histoire, de la même manière que César a été nécessairement assassiné pour passer à une étape supérieure de la République romaine, les tours devaient tomber pour qu'on passe à une étape supérieure de la domination américaine sur le monde. Donc ce rapport dit simplement à un moment donné que tout ceci est une opération, une combinaison. C'est pas un complot au sens où c'est le complot qui déciderait des opérations. Il y a bien évidemment des complots parce qu'il y a des gens qui combinent dans les arrière-cours ou dans les bas-fonds. Mais ce qui est décisif, c'est la dialectique de l'histoire qui rend nécessaire à un moment donné que la guerre commerciale devienne une guerre militaire, qui est la destruction de l'Afghanistan, la destruction de la Syrie, la destruction du Liban, la destruction de l'Irak,
et aujourd'hui envisager effectivement une pulvérisation de l'Iran. Tout se tient dans une logique irréfragable. Alors si on accepte l'idée qu'il est authentique, ce document, qu'il a été rédigé en novembre 2002 à Washington, si l'on n'est pas dans un livre à la Robert Ludlum, si on n'est pas dans une provocation pamphlétaire, hein, cela fait quand même beaucoup de si, vous en conviendrez, on dispose d'un document qui finalement met à jour les visées des États-Unis pour diriger le monde. On est en 2018, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les États-Unis dirigent le monde, qu'ils ne se trouvent pas des oppositions, un monde multipolaire qui réduit ces champs d'action? Alors, les États-Unis, d'abord, les États-Unis, c'est une réalité historique qu'il faut comprendre comme l'impérialisme de la marchandise. Les États-Unis, c'est le lieu majeur de l'impérialisme de la marchandise. Il faut se rappeler que la France disparaît de la scène de l'Europe en 1815, puisqu'après Waterloo, la France n'aura plus jamais de politique industrielle, commerciale ou militaire autonome. À partir de 1815, la France bascule comme supplétif de la City. Toute l'histoire du 19e siècle, Charles X, Louis XVIII, Napoléon III, la guerre de Crimée, la guerre franco-prussienne, la France fait la politique de l'Angleterre. La Première Guerre mondiale, la France fait la politique de la City, et la Seconde Guerre mondiale, elle fait la guerre de la City qui la relaie à Wall Street. Que s'est-il passé durant tout ce temps-là? C'est la mainmise du développement économique de la marchandise totalitaire qui a pulvérisé l'Europe, qui a asservi l'Europe, dans une logique qui fait qu'effectivement, l'Amérique devient le centre du monde. Mais c'est pas le centre du monde parce que les Américains seraient les centralistes du monde. C'est parce qu'il y a autour de Wall Street l'arrangement capitaliste supérieur de la domination de la marchandise achevée, et donc la domination américaine, c'est la domination de la marchandise accomplie. Et toute cette domination, effectivement, elle est dans ce rapport clairement mise en perspective, et elle est surtout, puisque ce rapport est de 2003 et que nous sommes en 2018, totalement confirmée dans l'intégralité de ce qui est positionné: chaos migratoire, chaos terroriste, chaos industriel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise actuelle du capital est un chaos généralisé en tout domaine. Et donc le terrorisme, cette mainmise américaine terroriste sur le monde, c'est pas une gestion terroriste parcellaire et périphérique, c'est la centralité de la crise marchande. La centralité de la crise marchande, c'est le chaos terroriste, c'est le chaos migratoire, c'est le chaos industriel, c'est le chaos. Et juste une petite phrase, il faut comprendre à la suite des travaux de Marx et de Rosa Luxembourg sur la domination du capital, que du XIIIe siècle à 1914, le capital s'est stabilisé dans la stabilité. À partir de 1914, crise du taux de profit, saturation des marchés, dévastation complète de la planète marchande, le capital ne peut plus se stabiliser que par le chaos. Donc le chaos n'est pas un incident. Le chaos est la logique incontournable du capital dans son mouvement, ce qui fait quand les gens vous disent « mais en Irak, les Américains ont échoué », ils n'ont rien compris. Les Américains ont réussi, puisque le chaos irakien fait partie du chaos de la marchandise mondiale. Alors, je comprends bien cela, mais dans le rapport que vous citez, en fait, il y a une démonstration, c'est que l'État visible qui se montre, comme vous le dites, à la surface des choses, n'a aucun pouvoir face à un État secret, qui est une pieuvre, une mafia composée des oligarchies, vous dites militaires, financières, voire médiatiques. Alors, qui dit pieuvre dit effectivement plusieurs membres, mais une seule tête. C'est qui cette tête? Alors, justement, on la visualise qui peut-on dire qui est le dirigeant? Il n'y a pas de dirigeant. Alors il y a une tête, mais une tête multiforme. Ce qui est justement extrêmement important, c'est tous les travaux que Guy Debord a mis en marche dans les commentaires sur la société du spectacle. Il définit à partir du 6e chapitre du Capital de Marx un concept qui est essentiel, c'est celui de la cybernétique automate du capital. Quand le Pentagone décide d'organiser l'attentat sous faux drapeau du 11 septembre, vous avez bien évidemment, à la conjonction de tout ce que vous avez dit... Il n'y a que vous qui l'indiquez. Tous les rapports précisent bien évidemment que ce que vous avancez est faux. D'ailleurs, on le pense d'ailleurs tellement bien qu'on ne voit pas en quoi il y aurait eu l'intérêt pour les États-Unis, à moins que je ne comprenne rien, l'intérêt de fournir une Amérique touchée au cœur, affaiblie, presque humiliée sur son propre sol. Est-ce que ça, c'était le renforcement de son idée de domination sur le monde? Alors, vous oubliez un passage essentiel du rapport qui nous fait comprendre cela, c'est le Lusitania. En 1917, les États-Unis ont envoyé délibérément dans les eaux irlandaises un paquebot, le Lusitania, chargé d'armes, mais chargé en même temps de touristes américains. Chargé d'armes, parce que les sous-marins allemands étaient au courant du chargé d'armes, et chargé de touristes américains, parce qu'une fois coulé, il permettrait l'entrée en guerre dans un vaste mouvement de mise en condition de la population inculte américaine.
Le 11 septembre, c'est un Lusitania grandeur gigantesque. Et alors la Yougoslavie, c'est le laboratoire de toutes les manipulations géopolitiques. Alors là, le document développe une longue argumentation là-dessus. Ce qui s'est passé dans cette partie du monde est tout autant le fait des États-Unis, mais c'est aussi le fait de la France, c'est aussi le fait de l'Union européenne. Alors, il y a plus... Donc, tout le monde participe à cette... J'ai dit quelque chose tout à l'heure qui est important. Il faut que les téléspectateurs le creusent, le réfléchissent, l'analysent. La France n'existe plus depuis 1815. Depuis 1815, il existe quelque chose qui continue de s'appeler France, mais qui a toujours été à la remorque ou de l'Angleterre ou des États-Unis. Au soir de la bataille de Waterloo, qui conclut en quelque sorte le traité de Paris quand la France a perdu sa domination américaine, on a abandonné le Québec, on a abandonné la Louisiane. En 1815, la France disparaît de l'histoire. Après, il y a la chimère du fait qu'elle continuerait d'y participer. On a Fachoda, on a le partage de l'Afrique. Les Anglais ont viré la France de l'Égypte après l'affaire du canal de Suez. L'Angleterre a fait sortir la France de l'histoire. Et ensuite, les Américains, sur cette France sortie de l'histoire, ont construit leur impérium. La Première Guerre mondiale a été faite pour la finance de la City, puis ensuite pour la finance de Wall Street. La deuxième, dans la grande mythologie des vérités officielles de la Seconde Guerre mondiale, fascisme, antifascisme, s'est faite pour la finance américaine. La France n'existe plus. Donc, quand le larbin Juppé, à la botte de Clinton, accepte les bombardements sur la Serbie, c'est pas la France. La France est depuis très longtemps un protectorat américain. Donc, aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles est un cheval de Troie de l'ordre américain. Jean Monnet l'a très très bien écrit, il l'a très très bien expliqué. Et vous me parlez des rapports. Nous avons des rapports américains, canadiens et français qui sont en plus estampillés par le général Mackenzie qui commandait les forces canadiennes sur la Bosnie et en particulier sur les zones de bombardement massif des populations bosniaques. Nous savons aujourd'hui que ce sont les tireurs bosniaques qui tiraient sur leur population bosniaque pour faire intervenir l'ordre américain. Francis Cousin, oui, j'interviens encore. Vous dites dans ce rapport, enfin vous dites, le rapport indique, et vous le donnez à la connaissance de vos lecteurs, que ce rapport précise que l'Union européenne est une création qui participe à cette volonté de domination. Mais là, on est en 2002, en 2018, il y a quand même un tournant historique. C'est l'élection de Donald Trump pour la première fois depuis les années 50. Un président américain déclare totalement son indifférence, voire son hostilité au projet européen. Il fait la guerre à l'Europe. Là, vous êtes à la surface des choses. Certainement. Néanmoins, c'est la réalité. Alors, c'est la réalité de la surface des choses. Nous avons aujourd'hui un délirium du Pentagone sur l'Iran et un délirium du Pentagone sur l'Iran, non pas parce que l'Iran serait effectivement un danger géostratégique. On nous refait avec l'Iran le problème de la petite fiole de Colin Powell. On sait que l'Iran n'est absolument pas un danger nucléaire. Donc quel est effectivement aujourd'hui l'enjeu de la crise de nerfs trumpienne sur l'Iran? C'est pas évidemment la capacité nucléaire de l'Iran qui n'existe pas. C'est le développement économique européen et français qui, grâce effectivement à ce délirium contradictoire, va voir Renault, va voir Peugeot disparaître de la zone iranienne. Chaque fois qu'il y a un conflit local dans cette région-là, il participe de la vassalisation européenne. N'oubliez jamais qu'en 90, la première guerre du Golfe a vu la France éliminer son meilleur partenaire. Mitterrand, avec toute la classe politique de l'époque, a mis en marche une opération militaire OTAN pour dézinguer Saddam Hussein, qui était notre partenaire essentiel dans le Moyen-Orient. Donc, toute la politique étrangère, toute la politique militaire de la France consiste à faire une politique militaire et une politique industrielle et commerciale anti-française depuis Waterloo. Francis, j'ai trouvé encore une autre démonstration dans le rapport. C'est un rapport secret. Enfin, il annonce que le grand remplacement, on va faire court, il annonce le grand remplacement. L'arrivée massive de populations extra-européennes est clairement annoncée. Alors, mais si le rapport, il date de 2002, dans les années 2000, une étude publique de l'ONU, publique, intitulée « Migration de remplacement, une solution au déclin et au vieillissement de la population », évoque la nécessité de faire appel, avant 2050, à 700 millions d'immigrés. Donc, rien de nouveau sous le soleil de Satan. Ils ont recopié le rapport de l'ONU. Donc, c'est quand même pas un grand secret, quelque chose qui a été rendu public par une organisation dont on connaît les liens et les accointances. Sauf que là, vous faites, si vous me le permettez, une confusion entre la programmation idéologique des justifications
C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, depuis 30 ou 40 ans, le violon idéologique du mondialisme de la marchandise nous explique par moult justifications qu'il va falloir. C'est pas ce que dit le rapport. Le rapport vous explique que pour que tout cela fonctionne, il faut organiser par le chaos terroriste le chaos migratoire, et le chaos migratoire qui résulte du deuxième plan mis en marche après 2003 avec l'autre guerre du Golfe, puis le pilonnage de la Syrie, le pilonnage de l'Irak, là, c'est la réalité des migrations, c'est la réalité des méandres et de tous les réseaux qui sont aujourd'hui en train de faire fonctionner, à partir de la Libye, une submersion méditerranéenne. Donc là, on n'est plus simplement dans l'idéologie de la justification, on est dans les arcanes organisés par les services pour qu'il y ait effectivement des zones migratoires, des passeurs, et il y ait une organisation industrielle de la migration. On est dans le temps 2 de la pratique explosive du chaos de la marchandise. Finalement, tout cela pour vous mettre d'accord sur l'idée que vous possédez le même point de vue que François Mitterrand. C'est ce que vous indiquez dans votre avant-propos. François Mitterrand avait confié à Georges-Marc Benamou, à la fin de sa vie, que la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Et pour vous, elle reste permanente, cette guerre. C'est une guerre à mort. Alors, elle est même encore plus intense que ça, puisqu'on a maintenant, dans la publication des archives du Quai d'Orsay, alors, vous avez un bouquin qui est assez intéressant de Branca, je crois, qui en a publié une partie. On sait que ce qu'avait dit Mitterrand, De Gaulle l'avait déjà dit. C'est-à-dire que De Gaulle a très très bien compris que l'Europe de monnaie, c'était pas l'Europe, c'était l'Europe vassale de l'ordre américain. Et avec le pif qui était le sien, malgré tous ces délires idéologiques, ces obscurités narcissiques et ces prétentions stratégiques incohérentes, il avait très bien compris que l'Amérique n'avait qu'un seul et unique ennemi, c'était l'Europe. Et on revient au traité de Rapallo. La seule peur de l'Amérique, c'est pas la Russie de Poutine, qui industriellement, après 50 ans de capitalisme soviétique, 50 ans de capitalisme d'État soviétique est totalement vétuste et archaïque, même si quelques armements militaires font illusion. La grande peur de l'ordre américain, c'est une fusion entre le développement industriel européen et la zone archaïque russe. Donc toutes les crises ont pour objectif d'écarter l'Europe de la Russie. La crise ukrainienne ne vise pas la Russie, elle vise l'Europe pour que l'Europe n'aille pas investir. La crise iranienne ne vise pas l'Iran, elle vise l'Europe pour que l'Europe n'aille pas investir. La crise syrienne, la crise irakienne ne vise pas la Syrie et l'Irak, elle vise l'Europe pour que l'Europe perde ses marchés. La France avait tout le marché irakien en 1973, la France aujourd'hui n'a plus rien en Irak. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Et lui dit qu'il est souvent victime de l'État profond. Il le laisse entendre, en disant, voilà, il y a des forces militaires, des fois, il s'en est pris à la CIA, médiatiques, qui l'empêchent d'avancer. Il dit la même chose que vous? Alors, il dit la même chose parce qu'il est dans une tension entre... Alors, si vous voulez, il y a l'État profond, l'État secret, l'État visible. C'est pas la même chose. L'État visible, c'est l'immédiateté de la surface des choses médiatiques. Je vois l'État, c'est l'État visible, avec ses agencements, ses administrations, ses assemblées. Il y a l'État profond, et l'État profond fait encore partie de l'État visible. C'est les agencements souterrains. Mais il y a l'État invisible. L'État invisible, c'est la grande dialectique des profondeurs qui fait par exemple que quand Ravaillac assassine Henri IV, il y a avec Épernon et toute une série de confluences stratégiques de développement de la modernité, la nécessité de flinguer Henri IV, parce qu'il y a eu toute une alliance qui se met en marche avec les princes allemands contre l'Espagne, et que le développement économique du temps rend nécessaire la mort d'Henri IV. Et là, l'État profond, c'est la même chose, mais l'État profond, finalement, il a remis Trump dans les rails d'une manière visible, puisque l'ambassade américaine sera en Israël, non plus à Tel Aviv, mais à Jérusalem. Donc, à partir du moment où il se range, on lui concède certains dérapages. Et n'oublions pas l'affaire Benalla qui a éclaté au moment où le sage disciple du mondialisme de la marchandise se rapprochait un peu de Poutine sur des accords humanitaires. L'affaire Benalla a éclaté quelques jours après que Macron et Poutine aient envisagé. Donc, il faut bien comprendre que tout se tient aujourd'hui pour l'ordre américain de la marchandise dans sa crise totale du chaos généralisé sur le fait que l'Europe ne doit jamais acquérir d'autonomie stratégique. L'ennemi de l'Amérique,
l'ennemi central, l'ennemi exclusif. C'est ce que disait De Gaulle, c'est ce que disait Mitterrand, et c'est ce que disait, in fine, le traité de Rapallo, c'est l'Europe. Et l'amiral Sanguinetti, lorsqu'il était à l'OTAN, le rapporte dans un bouquin qui doit s'appeler La force du vertige. Il avait rencontré un amiral américain qui lui avait dit, de toute manière, nous n'avons qu'un seul et unique ennemi, et cet ennemi, c'est vous, et il faudra que nous vous détruisions. Donc nous ne sommes pas détruits par des bombardiers stratégiques, nous sommes détruits par l'Europe bruxelloise, qui est un bombardier symbolique. Merci beaucoup, Francis Cousin. Je vous remercie. J'ai fait vite, il aurait fallu 3 heures, mais j'ai fait vite. 26 minutes, comme tout à chacun. 26 minutes, vous avez pu dire des choses importantes, j'espère. Les téléspectateurs de TV Liberté regarderont ce livre ou le liront de façon à se faire une idée. J'ai cité James Bond et Robert Ludlum. Ben oui, il y a une seule hégémonie qu'on peut reconnaître, c'est bien l'hégémonie culturelle américaine. Elle est tombée jusqu'ici, mais pourtant, on est le défenseur de l'identité française. Faites-nous confiance. Je vous remercie. Merci à vous.